Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On est très content d'être là, hein, un peu intimidé. Voilà, la conférence à distance, c'est pas notre exercice favori. On n'est pas hyper aguerri, mais on va faire de notre mieux. Peut-être on va commencer par se présenter. Et puis, on a prévu tout un petit déroulé pour vous expliquer un peu notre projet. Alors, on fait partie d'une association qui s'appelle les Voies de Traverse. Et pour commencer, voilà, on n'est pas du tout des spécialistes de la biodiversité, de l'environnement. Notre travail y porte plutôt autour du médium sonore sous diverses formes. Et jusqu'ici, on s'était intéressé à la ville plutôt peuplée par des humains, avec des collectes de témoignages, des questions autour de qu'est-ce que c'est habiter, notamment habiter un quartier, ce genre de choses. On a fabriqué, enfin, vous aurez l'occasion si vous voulez d'aller voir sur notre site internet où les projets sont en ligne et écoutables, voilà, à disposition du public. On a réalisé des balades sonores qui sont des espèces d'audio-guides de quartier racontés par des habitants. On a réalisé toute une série d'autres projets autour du patrimoine sonore de ville, ce genre de choses. On a aussi un volet pédagogique, on fait des ateliers en milieu scolaire autour de l'initiation au documentaire, à la fabrication d'émissions de radio, ce genre de choses. Et puis, on a eu envie de s'intéresser un petit peu à nos voisins et voisines animaux et végétaux avec qui on cohabitait. Ça fait un moment qu'on s'intéresse à ces questions-là à titre personnel. Et puis, voilà, on a sauté le pas. Voilà les grandes lignes. Ben, en gros, on a une démarche un peu généraliste. On est des grands curieux. Donc, en fait, c'est un peu, on fait nos projets poussés par ce qui nous rend un peu curieux. Et on les mène comme ça en allant rencontrer des gens pour qu'ils nous racontent et qu'on puisse creuser des sujets de manière plus profonde. Donc, c'est comme ça aussi qu'on en est venu à rencontrer Nature en Occitanie. C'est pour pouvoir alimenter un peu ces sujets que nous, on ne maîtrise pas. Donc, on va toujours vers d'autres gens qui, eux, sont plus connaisseurs et plus légitimes à parler de ces sujets. Donc, ce qu'on vous propose peut-être dans un premier temps de parler de vous présenter Espace d'Espèces d'un point de vue un peu général et de vous montrer un peu à quoi ressemble le site, puisque c'est un peu sur le site qu'on peut avoir la première approche avec ce projet. Et dans un deuxième temps, peut-être de rentrer dans le détail de la fabrication, de comment on a choisi les espèces dont on a parlé, de comment on a travaillé les supports. Donc, peut-être on fait un partage d'écran sur le... On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça nous permettra d'expliquer un peu plus en détail. Alors... Oui. Tac. Voilà. Normalement, ça marche. Donc, quand vous tapez espace-d'espèces.fr sur Internet, vous arrivez là-dessus. Alors, pour vous raconter un peu, Espace d'Espèces, c'est donc une série documentaire, de petits documentaires sonores qui font environ chacun 10 à 13 minutes, on va dire, et qui sont conçus pour être écoutés sur place en ville, dans Toulouse, qui traitent d'une espèce ou d'un milieu qui est observable dans Toulouse. Donc, on les a tous localisés à certains endroits, aux endroits où potentiellement on peut rencontrer ces espèces. Où on les a rencontrés par le passé, parce qu'il y en a certaines, c'est un peu plus dur de les croiser quand même. Et donc, ils sont répertoriés sur cette carte que vous avez là, qu'on peut retrouver ici. Et donc, on peut cliquer sur chaque espèce. Donc là, mettons la grenouille. Et on arrive sur la page dédiée aux grenouilles. Et on va pouvoir écouter la petite pastille. On a un petit texte. On a une petite carte où on peut localiser. On peut voir qu'on peut aller les écouter au jardin japonais, avec les coordonnées GPS, des petits conseils d'écoute pour savoir un peu à quelle période, à quel endroit on peut les voir plus facilement. Et voilà. Parce que du coup, il y a différentes façons d'écouter le son, différentes modalités pour écouter le son. Ouais, vas-y. On peut les écouter sur le site internet. Donc là, comme vous avez accès directement depuis chez vous. Et comme le disait Lucie, l'idée, c'est d'aller écouter ça in situ dans les lieux. Parce que c'est quand même plus rigolo de se rendre compte
de ces espèces animales et végétales qui nous entourent en étant sur place, en allant éventuellement les chercher quand c'est possible. Par exemple, les petites herbes folles que vous avez sous les yeux. Si on décrit bien, si on arrive à transmettre ça par le son, vous pouvez peut-être jouer à les identifier et aller les chercher sur les murs. Elles sont quand même dans un certain nombre d'endroits. Même chose, on parle des perruches. Il y a un lieu à Toulouse, j'imagine que voilà, un certain nombre d'entre vous le connaissent, au métro Jeanne d'Arc, au coucher du soleil ou au petit matin, c'est assez facile d'observer des perruches. Voilà, l'idée, c'était vraiment de proposer une écoute de manière incarnée, in situ, dans les lieux, pour amener les gens un petit peu à ouvrir les yeux sur le monde vivant qui les entoure, les citadins en tout cas. Parce que l'objectif de ce projet était vraiment de susciter, enfin, en tout cas de déplacer l'attention, de vraiment travailler sur modifier les régimes d'attention, comme dit, je ne sais pas si vous connaissez, mais Yves Citon. C'est vraiment de dire il y a des choses devant lesquelles on passe tout le temps, où on ne fait pas attention d'une certaine manière, on ne les regarde pas vraiment, et d'un seul coup, on va ouvrir un peu on va peupler notre monde en s'intéressant différemment à ce qui nous entoure. Et du coup, nous, c'est vraiment ça qu'on fait, en fait. On essaie de créer un peu, en tout cas, de générer du remarquable. C'est que d'un seul coup, on va dire, tenez, regardez, et on va raconter des petites choses dessus, qu'on va raconter par différents biais. On travaille beaucoup sur le décloisonnement des savoirs. On va aborder, par exemple, les hirondelles, aussi bien par le biais de la science, mais aussi par le biais des savoirs populaires. On va jouer sur les relations qu'on peut avoir avec les hirondelles, donc les sciences sociales, mais aussi la littérature. Enfin, vraiment, on essaie d'aller piocher un peu à droite à gauche pour avoir un panel assez large et pouvoir avoir des entrées vraiment variées sur un sujet. Et pour toucher différemment, du coup, les différentes sensibilités. On trouve que c'est assez riche, en fait, de rentrer comme ça par plusieurs biais. Et puis, pour susciter cette attention, on travaille avec le son, qui est quand même un médium un peu particulier, qui, contrairement à la vue, qu'on a sollicité tout le temps et on est habitué vraiment à faire attention avec les yeux, d'un seul coup, quand on fait attention avec les oreilles, c'est un petit peu différent. On décale notre régime de perception, en fait. Et peut-être que Aurélien, qui travaille beaucoup sur la matière sonore, peut en parler un peu peut-être plus. Bah, dire 3 mots, oui. Pourquoi on a choisi le son? Bon, bah, c'est un petit peu le fil conducteur de nos projets, donc c'était assez logique, mais ça nous semblait propice là, parce que d'abord, il y a le rapport à la parole, c'est-à-dire qu'on aime bien travailler la parole sans l'image, avec l'idée que finalement, quand vous écoutez ça avec un casque sur les oreilles, vous avez l'impression qu'on s'adresse à vous directement. On peut travailler sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de la proximité, de la complicité avec l'auditeur, qui nous semble peut-être plus difficile à créer avec de l'image. Ensuite, à la différence de l'image, le son, oui, ça impose pas une réalité, c'est quelque chose qui suggère, et du coup, c'est l'imagination qui travaille après. Et on peut jouer sur des sonorités pour plonger les gens dans des atmosphères particulières, pour donner un peu des couleurs à ce qu'on est en train de raconter. Parce que là, tout ça, on parle de notre démarche, mais on va vous faire écouter des petits bouts pour que vous compreniez un peu mieux. Ces pastilles, elles sont constituées d'une voix off, donc qui est le contenu informatif, on va dire, qui raconte les espèces. Et puis, cette voix off, elle est habillée d'une création sonore, on peut dire, un ensemble de prises de son, de montage, de bidouilles, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, de bidouilles électroacoustiques, on va dire dans le jargon, c'est-à-dire d'enregistrements qui ont été trafiqués avec certains effets pour vraiment jouer avec la matière plastique du son et de superposer tout ça. Donc on est à la fois, quand on a le casque aux oreilles et qu'on est dans la rue, on est à la fois un pied dedans, un pied dehors, un pied dans un univers un peu féerique, un pied dans le réel. Et on avait envie de jouer un peu avec ces décalages-là. Peut-être le mieux, c'est de vous donner à entendre un petit bout, que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça peut donner. Alors, je pensais, on pouvait commencer par les lichens éventuellement, non? Ouais. Ça semble une petite intro de quelques secondes, on ne va pas tout spoiler. Et puis, voilà, si on vous fait tout écouter, on a fini la conférence. Donc là, on a la pastille des lichens, elle dure 12 minutes.
On va commencer par les quelques premières secondes. Alors, juste vous dire quand même que l'idéal pour écouter toutes ces pastilles, c'est d'avoir un bon casque quand même. Parce qu'il y a vraiment il y a un travail sonore qui est assez poussé et que du coup, on perd beaucoup quand on a un matériel qui est de moins bonne qualité. Bon, après, on fait avec ce qu'on a, mais si on en a la possibilité, c'est mieux d'écouter avec un casque et un casque de plutôt bonne qualité. Et là, on essaye de faire un partage de son. Voilà, c'est une expérience. Je ne sais pas très bien ce que ça donne en termes de qualité chez vous. De toute façon, voilà, c'est pour vous rendre compte. Vous aurez la possibilité de réécouter ça en autonomie quand vous le souhaiterez. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Les lichens sont partout, sur les murs, les troncs, les piquets, les rochers, les toits et même les sols. Ils sont là l'été, l'hiver, colonisent tous les milieux et recouvrent à eux seuls 6% de la surface de la Terre. Et pourtant, qui peut se vanter de connaître ces petits organismes plus ou moins colorés et capables de vivre à même des supports improbables en toute discrétion? Qui sont les lichens et comment vivent-ils? La question est épineuse. Longtemps, les lichens ont été classés parmi les végétaux. Pourvus de tiges, de feuilles, de racines, on ne savait pas très bien s'ils les considéraient comme des algues, des plantes ou des mousses. Il faut dire qu'en plus, les lichens produisent des spores, des petites cellules qui servent à la reproduction comme chez les champignons. Alors où les caser dans la grande classification du vivant? Depuis l'Antiquité, la confusion règne. Théophraste, un naturaliste grec du IIIe siècle avant notre ère, est le premier à avoir utilisé le mot lichen, mais il l'employait aussi bien pour désigner des lichens que des mousses. Il faut savoir que ce terme a la même racine que le verbe lécher, pour se coller parfaitement à son support. Hop là, excusez-moi, c'est un peu brutal comme fin, mais bon, on ne va pas tout vous faire écouter. Vous m'entendez toujours, hein, je pense que ça marche. Oui, On a oui. une petite réaction, quelqu'un qui dit que les gens n'ont pas coupé leur micro. En fait, Oui, parce que j'entends du papier froissé, donc tous les petits bruitages qu'on entend derrière la voix de Lucie, en fait, c'est des bruitages, c'est ce que disait tout à l'heure Aurélien, c'est une composition sonore. Et c'est vrai que quand on a un casque ou quand on est dans un environnement un peu plus immersif, on s'en rend compte. En fait, on imagine une plante qui petit à petit, ou un lichen qui petit à petit va grandir, grossir. Et voilà, c'est une ambiance musicale, on va dire, qui est rajoutée derrière la voix. Donc non, tous les micros étaient bien en muet. Oui, oui, ce que vous avez entendu, c'est bien ce qu'il y a dans le son. On a joué avec, voilà, avec ces petits bruits-là. Alors oui, ça peut prêter à confusion. On peut se dire, tiens, il y a un bruit à côté, là, qu'est-ce qui se passe? Et vous verrez, ça arrivera souvent dans les pastilles. Je pense qu'il y a des sons un peu surprenants où on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais une des difficultés au niveau sonore, évidemment, on avait envie d'aller enregistrer les espèces en elles-mêmes. Dans certains cas, ça a été possible, mais quand on se retrouve face à une pastille lichen, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, le cri du lichen, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'ait entendu. Du coup, il y avait l'idée de jouer avec un petit peu comment dire, essayer de faire le son d'une matière, quoi. Essayer de susciter cette idée de la croissance du lichen, du fait qu'il adhère à son support. C'était un peu des jeux autour de matière comme ça. Et du coup, à travers, parce que toi, du coup, tu es plutôt sur l'approche sonore, quel a été ton cheminement justement pour arriver à accompagner ce discours sur le lichen? Parce que tu aurais pu partir sur plein de trucs, des sons un peu plus humides, des sons… Complètement. Ben, c'est très, très, très empirique. Je pense que c'était un peu, pour moi, une première, cet exercice. Je suis plus habitué à faire des choses qui sont peut-être un peu plus concrètes, disons, et à un peu moins jouer sur les sons travaillés, quoi, comme ça. Du coup, il y a eu des discussions avec Lucie sur quel type de couleur on pourrait donner à cette pastille, qu'est-ce que ça pourrait nous évoquer en termes d'ambiance sonore, en termes de vraiment un peu sur le mode d'un brainstorming où on met des mots et puis il y a certains mots que intuitivement j'essaye d'associer à des types de sons. Ensuite, une fois que ces types de sons, je les ai un peu en tête, il faut arriver à les produire.
Et ça, c'est une autre paire de manches. Enfin, je pense que c'est le même principe qu'un musicien qui a une mélodie dans la tête et puis il faut qu'il arrive à la ressortir dans son instrument. Ça ne marche pas toujours. Donc, il y a des sons, je me dis, bon, bah, si je les enregistre, typiquement, là ces sons de craquement et d'adhérence. Il y a eu des essais avec, pour vous raconter la cuisine interne, il y a eu des essais avec des kakis très mûrs qui ont été pressés, malaxés, un peu dans tous les sens. J'ai fait écouter ça à mes parents qui ont dit c'est dégueulasse. Et voilà, c'était l'idée un peu de coller, quoi. Et ensuite, les craquements, oui, il y a eu beaucoup de jeux avec des feuilles de papier, avec du petit bois, avec du carton. Donc, c'est un travail un peu de bruitage, en fait. Et ensuite, de jeux d'effets électroniques sur ces bruitages pour travailler des rythmes, travailler d'autres choses. Après, il y avait une difficulté qui était de varier les sons en fonction des pastilles. Et du coup, ça aussi, quand on est sur des éléments végétaux notamment, c'est un peu compliqué, une fois qu'on a quelque chose en tête, de s'extraire d'un univers et d'un monde et de type de son qu'on va coller à un végétal et de passer sur autre chose pour donner une nouvelle couleur à une autre pastille. Ça a été un peu un vrai défi Un challenge. d'arriver à bouger. Et notamment aussi sur d'autres espèces où on travaillait un peu sur les questions de représentation et de ne pas être trop toujours dans des couleurs un peu inquiétantes qui sont assez faciles quand on travaille avec de l'électroacoustique, de tomber un peu dans des choses un peu lourdes, un peu plus qui plongent dans des atmosphères qui font un peu peur, alors que l'idée pouvait être contraire. Enfin, typiquement pour les lichens, l'idée était plutôt de stimuler la curiosité, mais de ne pas rentrer dans ce truc, oulala, ce truc-là est bizarre. Non, ce n'était pas ça l'idée. Du coup, il ne fallait pas rentrer dans quelque chose qui pouvait être inquiétant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, du coup, j'ai découvert ce projet. Peut-être que certaines personnes aussi l'ont découvert par ce biais-là. Moi, j'ai découvert la première pastille qui était les chauves-souris et j'ai été directement immergé dans cette atmosphère inquiétante, en fait. Ouais. C'était marrant, c'est marrant que tu rebondisses là-dessus. Il y a quelqu'un qui souligne que l'imagination et le travail qu'il y a derrière ce projet est dingue. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et on n'a pas du tout parlé de l'illustratrice, mais il y a quand même un gros travail autour des illustrations. On a fait appel du coup à Erline de Marel, qui est du coup une illustratrice, avec qui moi j'avais travaillé par ailleurs sur d'autres projets, des projets d'édition, avec la demande de partir un peu des illustrations botaniques, mais de s'en défaire pour créer vraiment un univers qui soit un petit peu plus imagé, qui colle un peu moins à la réalité, notamment en déplaçant un peu les couleurs ou en travaillant les traits différemment. Et enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est super réussi. Nous, on est très, très contents de la manière dont elle a joué avec les codes de ses dessins scientifiques pour en faire un peu autre chose. Et ça contribue vraiment à l'univers du projet, en tout cas. Et elle est en train de travailler une affiche, on ne vous la montre pas, mais elle sera magnifique. Et on espère bientôt la mettre sur les murs de Toulouse. On a abordé tout à l'heure une des formes, des outils avec lesquels on avait envie de susciter cette attention et d'amener un petit peu à ouvrir les yeux et les oreilles sur ce qui nous entoure. Et donc, il y a le médium sonore qui nous semblait propice. Et Lucie a évoqué cette question de décloisonner les disciplines et les savoirs. Et ça, c'est vraiment un truc qui nous tient beaucoup à cœur. Et d'abord parce que je pense qu'on est un peu dilettante et que finalement, voilà, comme l'a dit Lucie, on est curieux, on a envie d'aller interviewer, rencontrer, chercher des gens à gauche, à droite qui sont des spécialistes de plein de domaines différents. Et puis, ça nous amuse aussi de croiser les sciences plutôt sciences humaines et les sciences dites dures. Ça nous amuse de parler d'histoire des sciences. C'est des choses qu'on a l'impression qu'on n'entend pas forcément tout le temps et retracer l'aventure humaine derrière toutes les questions scientifiques, c'était vraiment des choses qui nous titillaient. On a aussi, avant de travailler tout ça, on s'est un peu inspiré, il y a des choses qui nous plaisent. Alors, ce n'est pas tout à fait forcément le même style, mais il y a des blogs un peu de vulgarisation comme je pense à Tu mourras moins bête, moi que j'ai beaucoup lu, qui m'a fait beaucoup rire et qui a un côté complètement
qui casse les barrières, en fait, et qui aborde des choses assez pointues sous plein d'angles différents. Et je pense qu'on avait un peu cette envie-là. On s'est aussi nourri de C'est pas sorcier, parce qu'on y revient toujours à C'est pas sorcier, il y a quelque chose d'intemporel. Et ça nous a pas mal aidé voilà, sur cette ligne un peu ouverte aux multiples disciplines. Sachant qu'on est aussi des grands lecteurs de gens comme Vinciane Després ou Isabelle Stenger, ou, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, des gens qui ont beaucoup réfléchi sur la nature, ou des Scola, enfin, des grands noms qui font un peu peur comme ça, mais qui du coup permettent de réfléchir aussi les choses différemment et qui nous ont aussi conduits vers ces curiosités-là d'une manière autre, quoi. Un peu plus sérieuse, mais tout aussi intéressante. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur le traitement sonore, encore une fois, genre, je crois que c'est sur les hirondelles notamment, mais il y a d'autres espèces, sur les grenouilles aussi, vous le faites, où toi, Lucie, tu interprètes aussi un peu le rôle d'un savant ou avec une voix un peu nasillarde, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un habillage sonore, mais il y a aussi un jeu de scène, un jeu de rôle qui est assez intéressant et qui permet justement encore un peu plus de s'immerger dans cette atmosphère de découverte scientifique un petit peu ancienne, de voir qu'on est parti de choses parfois un peu saugrenues et pour arriver petit à petit à des choses qui sont fondées scientifiquement. Et c'est pas souvent qu'on aborde, comme vous le disiez tout à l'heure, ces notions d'histoire ancienne, d'où sont parties les sciences. Et voilà, peut-être qu'on peut écouter un petit morceau des grenouilles qui, je pense, reprend un peu ce principe-là. Et sur les grenouilles, justement, on avait vraiment envie d'aussi montrer comment il y a certaines personnes enfin, vous allez l'entendre sur le départ, mais aussi sur quel imaginaire il peut y avoir autour de certaines espèces, quoi, et où ça peut amener. Parce qu'après, si vous avez envie de creuser, c'est une histoire qui est géniale. Enfin, bon, on va vous faire écouter, mais c'est très amusant. C'est parti. Comme elle est dans l'eau, son ancêtre est la grenouille, et l'analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie. C'est Jean-Pierre Brisset, saint du calendrier pataphysicien, qui le dit. La pataphysique, cette science des solutions imaginaires inventée par Alfred Jarry au XIXe siècle, s'est donc enrichie de cette savoureuse théorie de l'évolution qui s'appuie notamment sur le fait que la généalogie des langues nous ramène au couac initial de la grenouille. La preuve en est qu'à l'entendre, on serait tenté de lâcher un quoi. Sieur du collège de pataphysique, fondé en 1948 et comprenant entre autres Queneau, Prévert, Vian ou Ionesco, personne n'a retenu cette théorie. Elle n'en a pas moins pour mérite de se pencher avec sérieux sur celles qu'on ne convoque jamais que pour parler météo ou rire de leurs grandes bouches, j'ai nommé les grenouilles. Soyons clairs, la grenouille n'est pas la femelle du crapaud, ce sont deux animaux différents. Ils font tous deux partie de l'ordre des anoures, qui avec celui des urodèles, que sont les tritons et les salamandres, sont les principaux amphibiens. Grenouilles et crapauds sont les seuls à émettre ce cri remarquable qu'on appelle coassement. Chaque espèce a son coassement propre, et nulle anoure ne réagit aux appels d'une autre espèce que la sienne. Voilà pour l'introduction des grenouilles. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Est-ce que la petite voix de monsieur Jean-Pierre Brisset s'entendait bien? Ok, parfait. Peut-être on pourrait, je sais pas très bien ce que ça suscite chez vous un petit peu. Je pense à toi, Mike, et puis je crois que j'ai vu passer Boris quelque part en fond de la salle. Qu'est-ce que ça évoque chez vous un petit peu? On aimerait bien discuter de ces questions de comment on peut susciter une démarche d'attention, comment on peut arriver à décloisonner un peu l'esprit et quels outils pour une médiation un peu ouverte. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Alors, je vais ouvrir le micro de Boris aussi, qui pourra parler avec nous. Moi, ça me parle d'autant plus que du coup, vulgariser les sciences et amener les gens à avoir une approche sensible de la nature, c'est mon métier d'éducateur en environnement. Et ce qui est chouette dans ce projet-là, c'est que du coup, vous êtes allé à la rencontre des scientifiques et des gens qui ont cette approche sensible pour notamment guider
guider les auditeurs vers des endroits où ils pourront entendre aussi ces espèces-là. Donc, l'idée du projet, ça n'est pas que de garder un casque sur les oreilles pendant toute une balade, mais c'est aussi de pouvoir faire le lien entre ce qu'ils vont entendre dans le casque et ce qu'ils vont entendre en vrai. Et pour le coup, je trouve que c'est un nouveau moyen d'interpeller les gens, peut-être citadins, sur ce qui se passe chez eux. Et vous ne l'avez pas trop dit jusqu'à présent, je crois, mais chaque pastille sonore est vraiment associée à un endroit précis de Toulouse qui a été réfléchi pour, on va dire, maximiser la rencontre, qu'elle soit auditive ou visuelle, avec les espèces qui sont présentes. Et on est encore une fois dans une démarche scientifique poussée, hyper intéressante. Et je trouve que le discours que vous avez derrière sur ces pastilles touche tout le monde. Elle va toucher aussi bien des gens qui sont plutôt des littéraires et qui ont la curiosité de savoir un peu l'histoire des choses, etc. Elle va interpeller parfois même un peu des enfants, ou je vais dire des ados, parce que des fois le discours est un peu compliqué pour des enfants, mais de par l'approche un peu humoristique du discours qui va y avoir. Et elle va intéresser tout à chacun, tout simplement parce que ça se passe à côté de chez soi et que c'est un nouveau moyen d'apprendre des choses à son rythme, parce qu'on a la possibilité de faire pause et de remettre derrière. Donc, moi, c'est vraiment un projet qui m'a parlé et que je trouve qu'il est intéressant de faire vivre à l'échelle locale. Et j'espère notamment que la mairie ou que l'office de tourisme pourra un peu s'emparer de cet outil que vous leur mettez, on va dire, à disposition pour nous accompagner, nous, association de protection de la nature, dans une démarche de sensibilisation complémentaire. Oui, ça, on ne l'a pas trop dit, mais en fait, sur le site, il y a la possibilité donc, de télécharger chaque pastille sur son téléphone intelligent, si on en a, sur son MP3, de l'écouter, du coup, d'aller se promener avec. Mais nous, on avait aussi dans l'idée de faire comme on fait généralement avec les balades sonores, c'est-à-dire que pendant certains événements, avoir une table ou en tout cas se mettre quelque part dans la ville et prêter des boîtiers audio pour que les gens puissent y aller d'eux-mêmes. Donc ça, les conditions ne sont pas très propices à faire ce genre de petites balades collectives. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on aurait envie de mettre en place. On va être à Rendez-vous au jardin. Si tout va bien, Si tout va bien. On participe à Rendez-vous au jardin le week-end du 5 et 6 juin, si je ne me trompe pas. Oui, on est dans le programme, vous nous trouverez. On tient une table devant le jardin royal. Excusez-moi. Devant le jardin royal, vous pourrez emprunter des petits boîtiers le temps que vous souhaiterez pour aller écouter ces pastilles. Bon, il y en a certaines qui sont un peu loin, donc c'est vrai que pour aller à Pêche-David en aller-retour sur quelques heures, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais il y en a un certain nombre qui sont plutôt en centre-ville, donc vous aurez matière à écouter. Et aussi, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais quand on a créé ces pastilles, c'était donc pendant le confinement. Donc, il y a aussi une atmosphère particulière quand on les a testées dans la ville qui était un calme. Et aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu moins le cas, même si on est encore en confinement, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas le même calme qu'au premier. Et du coup, on va voir peut-être qu'il va y avoir des choses à ajuster en termes de son, parce que le bruit de la ville peut être un peu difficile pour écouter, pour vraiment plonger dans l'univers sonore. Donc, on attend aussi des retours. C'est une première pour nous. Donc, si jamais vous avez envie de nous écrire pour nous dire « Oh là là, ça n'a pas marché à tel endroit » ou ça, peut-être on pourrait modifier ça, il ne faut vraiment pas hésiter. On est vraiment en train de un peu découvrir comment ça vit et comment ça se développe. On ne le considère pas comme complètement fixé, figé, fermé. On peut encore faire des choses dessus si besoin était. Si vous ne voyez pas de sanglier place du Capitole, ne nous écrivez pas, ça n'est pas la peine, c'est normal. Voilà, il y a certaines pastilles qui ont été placées dans des endroits qui sont plutôt liés à des anecdotes passées. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ces anecdotes, mais voilà, qu'on raconte un petit peu comme point de départ de l'histoire qu'on cherche à tisser voilà, avec le contenu. Et les sangliers, il y en a autour de Toulouse, on le sait, mais ils ne sont pas forcément... déjà en temps normal, observer, c'est compliqué. En contexte urbain, je pense que c'est quand même très, très, très difficile. Du coup, voilà, on fermera les yeux et on les imaginera. Parfois, on ne voit pas les espèces. Je pense que ça, c'était un des trucs aussi un peu... comment on fait des petites pastilles sonores qui parlent d'espèces
en se disant qu'il y a très peu de chances que les gens voient ces espèces au moment où ils écoutent. Les végétaux, c'est possible, mais il faut être à la bonne saison déjà. Les animaux, ça dépend. Il y en a certaines. Moi, j'ai été écouter il n'y a pas longtemps la pastille des hirondelles à l'endroit où elle est située. Et il se trouve que voilà, les hirondelles sont arrivées, ça marche. Mais bon, pendant plusieurs mois de l'année, il faut se les imaginer, quoi. C'est pour ça qu'on a aussi mis des petits conseils d'écoute. Comme ça, on ne se déplace pas forcément au mauvais moment. Enfin, vaut mieux arriver un peu à la tombée de la nuit pour voir certaines espèces pour être sûr d'avoir une chance de les voir. Sur une des espèces, alors je ne me souviens plus, vous avez parlé du nombril de Vénus, je crois, ou de la pariétaire à un moment. Sur une des pastilles, je ne me souviens plus laquelle exactement. Du coup, vous parlez des différents stades végétatifs et en émettant l'hypothèse que ce qu'on va voir, c'est pas forcément la feuille, c'est pas forcément le fruit, ou peut-être qu'elle sera plus là. Et c'est assez intéressant parce que vous abordez ce côté géographique, même au-delà de l'aspect géographique, c'est très précis. On peut presque savoir sous quelle pierre on va trouver quelle plante, et si elle n'est pas là, bah, vous abordez quand même le fait qu'elle puisse ne pas être là. Donc c'est sympa aussi. Il faut jouer avec l'idée que bon, bah, peut-être ça ne marche pas. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, à vos imaginations. D'autant plus que pour les petites herbes, elles sont quand même régulièrement coupées ou, en tout cas, on les maltraite parfois. Du coup, elles peuvent être là un jour et le lendemain, pof, il n'y a plus rien dans la ruche. Du coup, c'était un peu. On a choisi un endroit où en général, elles sont toujours là, on ne les touche pas. On n'est pas à l'abri qu'elles disparaissent. Mais... Petite précision sur le rendu. Du coup, on a dit que ces pastilles, elles étaient écoutables de différentes manières. On a précisé que vous pouvez les télécharger, les mettre dans votre lecteur, quel qu'il soit, et partir les écouter en autonomie, que vous pouvez venir emprunter à l'occasion de certains événements des boîtiers pour les écouter. Si vous avez un lecteur et que vous partez en autonomie, on va bientôt éditer des cartes papier qui, du coup, reprennent je vais repartager l'écran, qui reprennent du coup la carte du site, la carte de départ, avec au verso un certain nombre de coordonnées géographiques plus précises et les fameuses indications d'écoute. Et vous pourrez emprunter cette carte notamment à l'Office du tourisme, probablement au muséum, dans différents lieux de Toulouse, à la médiathèque Cabanis, et pour suivre ces écoutes quand vous le souhaitez. Il y a un petit bouton qu'on ne vous a pas montré sur le site internet. On ne vous a pas très bien montré le site internet d'ailleurs, mais bon, vous pouvez le faire de votre côté. Mais il y a un petit bouton là qui ne sert à rien, mais qu'on trouvait joli, qui permet de changer l'image. Et voilà, on a le jour et la nuit. On n'arrivait pas à choisir entre les dessins de notre illustratrice et du coup, on a gardé les deux. On a commencé à aborder un petit peu un certain nombre de pastilles dans le désordre, mais peut-être on peut revenir à la genèse que tu abordais, Mike. À quel moment on est venu vous voir et comment finalement ce choix s'est opéré? Parce qu'il y a 10 pastilles, ça faisait déjà pas mal de boulot. On aurait bien raconté plus d'histoires, mais il fallait un petit peu délimiter le travail. Et évidemment, il a fallu faire un choix parmi les espèces. Alors, je ne me souviens plus très bien. Il me semble qu'on est venu te rencontrer Néo avec une liste, je crois qu'on avait faite, qui était un peu un inventaire à l'après-vert de plein d'espèces, sans très bien savoir si c'était intéressant, si ça allait marcher. C'est ça. Il y en avait beaucoup plus que ce qui est ressorti, et ça allait rejoindre la question que je voulais vous poser de comment est-ce que vous avez choisi du coup ces espèces-là plutôt que les autres. C'est vrai que quand vous étiez venu avec une liste d'espèces et on avait échangé ensemble sur des endroits où on pourrait trouver ces espèces dans Toulouse et sur quelques anecdotes naturalistes qui pourraient être racontées sur ces espèces qu'on pourrait voir à Toulouse. Et après, vous avez fait un gros travail de bibliographie derrière pour agrémenter tout ça. En termes de temps, ça vous a pris combien de temps tout ce travail de bibliographie?
Wow. En termes de temps, Grosse question. je sais pas, je dirais quoi? À peu près 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, 6 bons mois, tu dirais. Ouais. Ouais, dans cet ordre-là. Sachant que ça a varié un peu selon les pastilles, en fait. Il y a certaines pastilles où il y a une grosse bibliographie, il y a d'autres pastilles où on s'est beaucoup appuyé sur un certain nombre d'interlocuteurs que tu nous avais indiqués, qui ont été voilà, des précieux experts et des précieux relais de leur savoir, qui sont pour beaucoup des bénévoles de Néo et qui ont accepté de nous raconter un petit peu les espèces qu'ils connaissaient et desquelles ils étaient les spécialistes. Donc il y a eu, pour les citer tous, hein, il y a eu les lichens avec Rémi, il y a eu les perruches avec Christophe, les hirondelles avec Sylvain, on a parlé des chauves-souris avec Cathy, on a parlé des figuiers, des herbes folles, de la prairie avec Boris, on a parlé du fleuve avec Anne Soulard. De l'association Migado. Et voilà, ça fait déjà pas mal de relais en fait. On n'était pas tout seul dans cette histoire. La bibliographie a fait son travail, mais il y a eu quand même beaucoup de témoignages qui ont été recueillis et à partir desquels on a pu tisser la trame de nos pastilles. Et du coup, pour revenir à ta question, on a choisi donc les espèces en fonction d'un... Enfin, on voulait avoir un certain panel en fonction des différentes espèces. Donc, arbres, petites herbes, petites plantes. On voulait avoir des milieux, donc le fleuve, la prairie, où on puisse voir du coup des enjeux qui sont un peu plus généraux, de voir comment toutes les espèces sont liées. On voulait avoir les lichens pour être un symbiote. On voulait avoir un batracien, on voulait avoir des oiseaux. Enfin, il y avait vraiment, on voulait avoir un petit panel des diverses espèces qui peuplent la ville, mais aussi il fallait que les endroits où on puisse les observer soient un peu quand même le plus possible dans le centre-ville pour qu'on n'ait pas à partir non plus trop loin et qu'on puisse quand même faire son cheminement à l'intérieur de la ville et que ça ait vraiment du sens sur le questionnement de la nature sauvage en ville. Et puis, il y avait aussi la volonté d'aborder certaines problématiques qui sont liées à la nature sauvage en ville, qui sont d'une part certaines espèces qu'on ne regarde jamais, par exemple, et qu'on connaît très peu, très mal, et qui sont pourtant omniprésentes, comme les lichens. Mais aussi, ça pouvait être des questions de travailler sur les représentations, l'image qu'on peut avoir de certaines espèces. On pense notamment à la chauve-souris. Voilà, l'image de ces espèces, et on voulait un peu rentrer dans le détail et travailler sur des petites choses qu'on ne sait pas forcément, ou toutes les qualités qu'on peut avoir les chauves-souris et qu'on n'imagine pas, en fait on ne les connaît pas très bien, ces chauves-souris. On voulait aussi travailler autour de la manière dont on peut à un moment utiliser des milieux et les exploiter, notamment en travaillant sur le fleuve. On est parti sur le fleuve, pour vous donner un peu une idée, on est parti du Galet, et pour un peu comme ça remonter toute la chaîne et montrer comment, quand on enlève les galets de la Garonne, on transforme un milieu. Tu veux du coup le faire? Peut-être on peut commencer par vous faire écouter un petit bout du fleuve. Ça vous donnera une idée du cheminement, voilà, le début du Galet, quoi. Alors le fleuve, pour info, pour que vous vous rendiez compte un petit peu du côté situé de certaines pastilles, le fleuve, on invite à l'écouter au bout du jardin Raymond VI, face à la chaussée du Bazacle. Donc vous avez toutes les marches là en bout du parc. Voilà, c'est possible de s'asseoir sur les marches et de lancer l'écoute. C'est parti. Des briques, et roses de surcroît. C'est principalement ce qu'on retient de l'architecture à Toulouse. Or, avec les briques viennent les galets de la Garonne. Vous en avez justement sur le mur de la Grave derrière vous. Les cailloux ronds alignés entre les rangées de briquettes. Ça vous parle? Ces galets toulousains ont toute une histoire et sont essentiels à la biodiversité du fleuve. Pourtant, ils se font de plus en plus rares. Si l'on remonte le cours de la Garonne vers sa source, si l'on serpente le long de ses rives, frôlant les herbes,
grignotant des masses rocheuses, on pourra constater combien l'eau érode ces berges, arrache des pierres à la montagne et emporte avec elle le sable de ses fonds. Durant sa traversée de la source à l'océan, le fleuve s'est chargé des produits de cette érosion, et notamment de ces roches roulées par la force de son débit, polies, arrondies, amoindries et promues à un devenir marin. Un galet dans un fleuve est une véritable pierre portée à l'édifice de la biodiversité. Un tapis de galets forme une couche granuleuse, un socle de creux et de pleins qui fourniront des abris aux larves d'insectes aquatiques et aux poissons pour se reposer, se cacher ou pondre, frayer, dit-on dans le jargon. Des sangsues s'y fixent par la bouche. Une couche d'algues et de bactéries appelées biofilms s'y forme, servant de nourriture notamment aux crevettes d'eau douce, comme la caritine, qui fait le régal des larves de la cordulie à corps fin. Cette libellule, elle-même proie de choix pour les Grecs perfects. Partant du galet, on peut déplier des chaînes alimentaires qui s'appuient sur un réseau d'espèces végétales et animales jusqu'à la surface où les potamos noueux, ces grands herbiers dont on aperçoit les feuilles flotter au-dessus du fleuve, servent aux libellules pour se reposer et boire, et aux limnés, ces petits coquillages au chapeau pointu, qui viennent s'y nourrir et y pondre. On voit bien que contrarier une espèce risque par ricochet d'en perturber une autre. Hop là, excusez-moi. J'aime pas couper comme ça au milieu, mais bon. Voilà, donc ça donne un petit peu une idée de le début, notamment là où on s'adresse à l'auditeur et on lui dit, voilà, vous êtes sur les marches à côté de l'hôpital Lagrave, vous voyez le mur de galets et de briquettes à côté de vous. Et ça, c'était important pour nous de jouer avec la localisation et de jouer un petit peu avec l'auditeur, de construire une forme de complicité, quoi. Est-ce qu'on a d'autres pastilles qu'on veut faire écouter ou d'autres thématiques qu'on veut creuser? Là, pour le fleuve, ce qui était aussi vraiment intéressant, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est un lieu, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un lieu naturel par excellence au milieu de Toulouse, alors que c'est un lieu qui est quand même très, très, très contraint, un lieu très maîtrisé par l'homme, quoi. Du coup, c'était aussi de jouer sur cette un peu ambiguïté que porte le fleuve et de pouvoir comme ça montrer que tout ce qui paraît un peu évident n'est pas forcément quand on parle de la nature en ville. Et des différentes espèces qui la peuplent. Et parmi ces différents questionnements, il y avait aussi ceux autour de l'adaptation et de l'évolution des espèces dans le milieu urbain. Comment ça se fait que certaines espèces arrivent à y vivre, comment une petite plante arrive à pousser dans le béton, qui est quand même des questions qu'on peut se poser quotidiennement. Donc là, on a creusé un peu ça, on a voulu aborder ça au travers de certaines espèces. Et puis, il y avait aussi la question des espèces invasives, enfin qu'on dit invasives, qui est quand même assez... on parle beaucoup des espèces invasives, les perruches, les sangliers qui sont trop nombreux. Et on voulait aussi questionner un peu tout ça en posant un peu les différentes voix, enfin tout ce qu'on peut en entendre, ce que nous, on a pu apprendre aussi dans la gestion de ces espèces, les nécessités de gestion, les politiques qu'il peut y avoir à l'encontre de ces espèces. Et ça, je me souviens de discussions avec toi, Mike, sur justement cette notion d'invasive. Je crois qu'on était arrivé parce que ça nous intéressait, mais on ne connaissait rien à la notion, si ce n'est ce qu'on en lit, je pense, dans beaucoup de médias. Attention, le frelon asiatique est de retour, catastrophe et tout ça, et sans questionnement autour de cette notion de qu'est-ce que c'est qu'une espèce invasive finalement, qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'était hyper intéressant de réfléchir en fait au fond à comment ça se construit une invasive, comment ça démarre, d'où ça vient, qu'est-ce qui est en jeu en fait dans cette notion-là, qui est forcément complexe. Et du coup, on n'avait pas envie de véhiculer un discours particulier et surtout pas de relayer cette hantise de l'invasif, quoi. Moi, ce qu'on a essayé de faire, après des fois on a eu un peu de mal, c'est de ni avoir un discours un peu béat de waouh, génial, on a ces petites espèces autour de nous, ni d'être dans quelque chose de très moralisateur sur oh là là, on a des effets
horrible sur les vivants qui nous entourent, ce qui est un peu difficile. On a quand même tendance à glisser toujours un peu vers là en disant « Peut-être on est un peu moralisateur. On est un peu moralisateur quand même, mais on avait vraiment envie d'explorer plus que de donner des leçons, quoi. Donc voilà, on a donné un peu à entendre nos explorations. C'est un peu comme ça qu'on a construit les choses. Quand on parlait des invasifs, peut-être je vais juste repartager l'écran pour avoir la liste un petit peu des espèces qu'on retrouve un petit peu l'ensemble de la cartographie. Du coup, voilà, le fleuve, on en a parlé, cet écosystème du fleuve qui finalement est plus si sauvage et est assez anthropisé, et toutes les questions que ça pose quant à l'équilibre de l'écosystème, les perruches et du coup la dimension invasive des perruches et les questionnements qu'elles posent. Les lichens, cette espèce de symbiote, t'en as parlé, Lucie, des lichens? Vite fait. Tu veux redire 3 mots sur les lichens? Les lichens, c'est super. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment un monde, c'est assez magique. En plus, comme on en croise vraiment tout le temps. Et moi, en tout cas, ça m'a fait... C'était une très belle rencontre. C'était déjà un endroit, enfin, une espèce que j'avais envie de creuser et de rencontrer Rémi et de découvrir toutes les différentes espèces qui sont à la fois sur les troncs, sur les murets, sur le métal, et en plus de creuser un peu aussi le rapport qu'on peut en avoir dans l'histoire. C'est quand même assez troublant de voir que c'est une espèce qui se mange à certains endroits, c'est une espèce dont on fait de la farine, dont on fait de la teinture. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont assez surprenantes pour nous. Le rapport qu'on entretient est complètement différent. Et c'est aussi une espèce qu'on utilise comme bioindicateur. Du coup, c'était aussi intéressant de parler de ces usages de l'espèce, même si on n'aime pas trop parler que de ça. C'est intéressant, je trouve, quand même, pour voir la relation qu'on entretient avec les lichens, mais on ne voulait pas non plus tomber que dans un truc de comment on utilise les espèces. C'était aussi de voir quelle est la vie propre de ces espèces et quelles relations se tissent entre nous dans cet espace qu'on partage. Voilà. Sur les hirondelles, il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'une curiosité de l'espèce en général, et puis ça permettait d'aborder une thématique plus large qui est celle de la migration. Et on a fait un petit détour par l'histoire des sciences parce que l'histoire de la découverte des migrations des espèces, elle est assez étonnante et elle a donné lieu à plein d'interprétations plus ou moins farfelues, notamment sur les hirondelles où il y a eu vraiment des théories complètement fumeuses qui ont perduré jusqu'à assez tard, jusqu'au fin 19e, je crois. Donc voilà, on avait envie ça nous semblait une bonne porte d'entrée pour aborder ces questions-là. Il y a évidemment aussi la question de leur existence en milieu urbain, de leur préservation, de leur fragilité. Parce que si on ne veut pas être moralisateur, pour autant, il ne s'agit pas de dire on est tous d'accord, tout va bien, et la ville est un milieu extraordinaire pour l'épanouissement de toute une série d'espèces. Donc évidemment, il fallait mettre aussi en avant la destruction des nids et la disparition d'un certain nombre, la fragilisation de leur habitat, la disparition d'un certain nombre d'espèces. Si on veut... parce que le dessin est joli. C'est vrai que si on veut parler un peu de l'écosystème urbain, on va pouvoir en parler aussi avec Boris. Aujourd'hui, on considère la ville comme l'habitat humain par excellence et tout le reste à côté, c'est accessoire. Or, l'habitat urbain est un écosystème à part entière avec des espèces qui sont liées à cet écosystème à part entière. Des espèces anciennes, entre guillemets, comme des espèces récentes. Tout à l'heure, on parlait du caractère invasif d'une espèce. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects sur le caractère invasif d'une espèce. Pour faire simple, en fait, une espèce qui est considérée qui a un statut d'invasif aujourd'hui, il faut que ce soit une espèce exotique qui est donc en dehors de son aire de répartition naturelle. Il faut qu'elle se développe bien dans l'écosystème dans lequel elle a été introduite et qu'en plus, elle cause des perturbations dans l'écosystème dans lequel elle a été introduite. Donc, par exemple, pour rebondir tout à l'heure sur
quelque chose que tu disais, Lucie. Tu classais le sanglier dans les espèces invasives. Ben, ce n'est pas une espèce invasive. C'est ce qu'on appelle un ésode, en fait, dans la législation aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, sous-entendu pour l'agriculture. Voilà. Donc, tout dépend, pareil, de ce statut. Tout dépend de la vision qu'on a. Invasif par rapport à quoi? L'ortie n'a pas de caractère invasif puisqu'elle n'est pas, exotique. On peut la considérer comme envahissante parce qu'elle peut se développer rapidement à certains endroits où elle se trouve bien, mais elle n'a pas de statut particulier. Et c'est vrai que ces différentes appellations, nuisibles, qui est devenu ésode du coup, invasif et envahissant, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre aujourd'hui pour, on va dire, entre guillemets, le commun des mortels, parce qu'on se noie derrière une vision centrée sur l'homme, qui fait qu'on a des œillères quand on est dans l'écosystème urbain. Donc, je ne sais pas si Boris m'a dit qu'il était dans le coin, donc peut-être qu'il peut prendre la parole sur la colonisation végétale, on va dire, de la ville, ce qu'on en fait, ce qu'on n'en fait pas, et un peu ce que ça pourrait devenir dans les années à venir, notamment avec l'évolution, on va dire, de la mentalité des gens qui peut-être tolèrent de plus en plus, depuis le confinement, un petit peu d'herbe sur le coin du trottoir. Oui, est-ce que vous m'entendez déjà? Très bien, Boris. Très bien. Super, bonsoir, c'est chouette, hein, je suis content de découvrir votre travail comme ça, avec des explications, et je voulais vous féliciter. Pour moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché déjà par rapport à ce travail, c'est que c'est quelque chose qui s'adresse aux citadins et qui touche une nature qui pousse dans des interstices et qui est bien là. Et ça, c'est important parce que de montrer aussi que le vivant, que tout ce vivant sauvage, il arrive à se développer dès qu'on lui ménage ou qu'on oublie quelques endroits, qu'on lui ménage quelques petits coins, voire qu'on ne lui ménage rien du tout, mais qu'on on permette sa survie tout simplement sans l'arracher, sans le détruire. C'est déjà très très chouette. Et c'est vrai que ce que vous touchez ici essentiellement, c'est une nature qui s'adresse aux citadins. Il est très important pour moi aujourd'hui de faire découvrir la nature aux citadins parce que quand je vois, bon, c'est quelque chose que je redis souvent, mais le niveau de connaissances naturalistes des collèges où est ma fille, par exemple, pour moi, c'est catastrophique. Hein, c'est catastrophique. Et heureusement que, alors bien sûr, les associations, conservatoires, muséums, etc., il y a beaucoup de pédagogie qui se fait, mais on a encore du mal à toucher, on en parlait avec Mike, avec POC aussi de ces problématiques, on a encore du mal à toucher le grand public parce qu'on manipule peut-être encore mal certains outils, on est peut-être resté encore trop entre naturalistes. Et aujourd'hui, c'est bien parce que moi, j'ai l'impression que tout s'ouvre, il y a énormément de passerelles qui se font. Le son, l'image, le toucher, tout se développe. Alors en plus, pour moi, en période de Covid, il faut transgresser tous ces interdits qui nous couperaient de la nature. Hein. Attention, hein, les interdits qui nous couperaient de la nature. Hein. Il faut continuer à sortir, sentir, toucher, observer, voir, enfin, et écouter hein, ici. Pour agir sur l'aspect invasif, bon, moi, c'est un sujet qui est particulièrement sensible parce que c'est vrai que pendant longtemps et encore aujourd'hui, on essaie aussi de déconstruire un discours qui a été véhiculé par les médias de diabolisation de la nature, hein, d'une sorte de bouc émissaire ultime qui serait un animal ou une plante sauvage à des comportements, à une frénésie de consommation et d'occupation de l'espace qui est finalement due qu'à l'espèce humaine. Bon, pour paraphraser Gilles Potier, qui disait que la seule espèce invasive à la surface du globe, on la connaît, hein, c'est ni une plante ni un animal sauvage. Hein. Voilà, donc je pense qu'avant tout, il ne faut pas oublier que cette perruche, par exemple, cette perruche à collier, elle vient faire ses nids principalement dans des platanes qui sont eux-mêmes importés, qui sont déjà des espèces, alors pas invasives, hein, bien sûr, au sens où on l'entend, mais des espèces exotiques. On peut aller encore plus loin, même hein, sur le canal où vous avez été. Hein, vous avez le rat musqué, qui est originaire d'Amérique, qui se nourrit de corbicules et petits escargots qui sont originaires d'Asie. Tout ça dans le canal du Midi, qui est une voie artificielle. Mais pour moi, toutes ces espèces sauvages, elles contribuent aussi à la biodiversité. Et pour l'instant, aucune de ces espèces, en tout cas dans nos régions, n'a éradiqué une espèce indigène. Voilà. Il n'y a pas une espèce végétale ou une espèce animale indigène qui a été éradiquée par l'introduction
de ces espèces-là. Par contre, nos activités, nos infrastructures, nos pollutions contribuent grandement à tout ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de nos comportements. Et puis après, peut-être on essaiera de réguler s'il y a besoin de réguler ou de limiter ces espèces. Voilà. Alors après, votre travail sur le son, pour moi, il est super parce que c'est un domaine qui est très peu exploré dans le domaine de la médiation naturaliste. Et je trouve que c'est à développer. Hein. Vous avez fait quelques pastilles sonores qui sont super. C'est très agréable à écouter. C'est très bien dit en plus. Pour moi, il faut continuer dans cette voie. Il faudrait une cartographie, des sentiers, des groupes en particulier. Il faudrait aussi peut-être, pourquoi pas, faire parler des citadins au sujet de leurs expériences autour de la nature. Qu'est-ce qu'ils ont vécu en rencontrant une perruche, un rat musqué, un figuier qui poussait. Les faire parler, ça serait très chouette aussi. Et voilà. Bon, je vous félicite pour votre travail. Il y a une pastille qui n'est pas explorée et qui pourrait faire l'objet de beaucoup de discussions, c'est la pastille qui a des écailles. J'ai nommé le serpent. Le serpent, complètement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a été éludé par volonté ou juste pas pensé? On y a pensé, Oui, on en avait discuté ensemble d'ailleurs, je me souviens. Pourquoi le serpent a-t-il été éludé? Il me semble que c'était plutôt une histoire de place et de difficulté à localiser. C'est-à-dire que le serpent, il apparaît beaucoup dans des jardins de particuliers, ou faire écouter une pastille qui aurait trait au serpent. Je pense qu'on s'est retrouvé un peu face à une difficulté à un moment. Bon, inconsciemment, les gens ne seraient plus allés sur cette pastille à cet endroit dans Toulouse. Ça était devenu le lieu de prolifération des serpents de Toulouse. Ah oui, on aurait pu mettre en bas de chez nous ou quelque chose comme ça. C'est une idée. Non, mais c'est une pastille qui pourrait être d'autant plus intéressante que les serpents fréquentent la ville comme n'importe quel autre animal sauvage assez tolérant, on va dire. Et on est face à des gros problèmes de cohabitation avec l'être humain, en l'occurrence. Au même titre que les hirondelles dont vous parliez tout à l'heure, même si personne veut détruire les hirondelles. Mais quand on est concerné par l'installation des hirondelles chez soi et qu'on vient de refaire son crépi, le discours a tendance un petit peu à changer. Et on a sur Toulouse des bénévoles du groupe ornithologique qui suivent les hirondelles sur Toulouse depuis de nombreuses années. Et hélas, les populations diminuent. Les gens détruisent malgré la législation qui interdit de le faire. Et la loi est telle que quand on constate une destruction, on ne peut rien faire parce qu'il faut avoir pris les gens sur le fait ou au moins avoir informé les propriétaires sur lesquels les nids sont présents par lettre recommandée. Voilà, donc du coup, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et compliqué, et surtout quand c'est porté par des bénévoles, voilà, c'est difficile d'aller plus loin. J'ai l'impression que ça rejoint aussi la question des chauves-souris, qui en plus se double de la mauvaise réputation qu'ont les chauves-souris, qui continue totalement, là, qui est en plein d'actualité. Mais la destruction des habitats au sens, le colmatage des combles, ce genre de choses, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pareil, très compliqué de réagir sur le moment. C'est ça. C'est tout le problème de la médiation. Hein. Donc à l'association, nous, on a une action qui s'appelle le pôle de médiation faune sauvage, où on recueille des témoignages de gens qui sont en contact avec un serpent, qui ont des problèmes de cohabitation avec des hirondelles ou des chauves-souris. Et la première clé de la vulgarisation et de la médiation, c'est de se mettre à la place des gens et de se dire si nous, on avait ça chez nous, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on aurait le même discours que si on ne l'avait pas? Et même si moi, je serais super content d'avoir plein de serpents dans mon jardin, des nids d'hirondelles sur ma maison. Mais voilà, il faut se mettre à la place des gens et c'est la première clé vers la médiation. Et voilà, donc ça serait intéressant peut-être, pourquoi pas, de rajouter quelques liens vers des sites ressources, pourquoi pas sur quelques pastilles où on peut cliquer pour aller voir des informations sur l'espèce. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'à un moment, on avait envisagé cette idée où des sites ressources, des possibilités de lecture, des choses pour abonder un peu le contenu. C'est vrai que ça serait assez chouette, en effet. Après, on a tellement de ressources qu'il va falloir choisir. Mais oui.
Mais c'est vrai que le choix a été quand même assez drastique. Bon, c'était, dans la discussion avec toi, il y a un certain nombre de choses qui ont émergé. Je me souviens d'avoir soumis des idées où finalement tu disais, mais peut-être c'est mieux de parler de telle espèce plutôt que de telle autre parce qu'il y a plus de choses à en dire, parce que ça parle plus au grand public. Voilà, des choses comme ça. Après, dans le salon des recalés, il y a pas mal de monde. Et en effet, pour en faire d'autres, on a des idées, de la matière. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des choix qui ont été assez difficiles. Je ne sais plus, je pense, oui, les mammifères. Moi, le ragondin, c'était vraiment une espèce que j'aurais eu envie de raconter, par exemple, ou les étourneaux. Enfin, il y avait des choses, je sais pas, les goélands, les étourneaux. Enfin, oui, il y a vraiment plein de choses qui auraient été chouettes à aborder et on espère qu'on pourra continuer à le faire. Voilà, on a envie, en tout cas. Ce qui montre la richesse de ce milieu urbain, parce que quand on est amené à faire des choix, c'est qu'il y a trop, entre guillemets, de choses. Totalement. Totalement. Si les participants ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les mettre sur le chat, ou pourquoi pas, même si vous le souhaitez, on n'est pas très nombreux, on est 25, 23 personnes. Vous pouvez allumer votre micro et puis poser la question en direct si vous voulez, ça sera un peu plus convivial. Alors Boris qui a pris la parole, il est botaniste au niveau du Muséum d'histoire naturelle. Voilà. Boris, c'est l'homme derrière les pastilles concernant le figuier, les herbes folles et la prairie de Pêche-David. Et un petit peu le fleuve aussi. Un peu tout, en fait. C'est l'homme de bons conseils. Pas de questions a priori, elles viendront peut-être. Très bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour ce partage et bravo pour cette belle idée, l'utilisation du son pour amener les citadins à regarder ce qu'ils ne voient pas de manière, on va dire, naturelle. Et vous l'aviez dit au début, et cet aspect un peu contemplatif qui permet surtout dans la période que l'on vit, on a vu la nature un peu revenir et c'est intéressant de mettre ça en avant. En tout cas, bravo. Et alors, ça donne plein d'idées. Effectivement, on a envie que ça continue. On a envie que les espèces que vous avez recalées, on puisse peut-être amener de nouvelles contributions. Et je posais une question aussi parce que vous affichez une carte. Donc, moi, j'ai une appétence pour l'urbanisme et l'architecture. Et comment l'architecture, que ce soit dans la conception de bâtiments ou dans la façon dont est pensée la ville, peut contribuer à favoriser certaines apparitions d'espèces de faune ou de flore par l'architecture. Vous parliez des greniers qui sont colmatés, donc qui empêchent les chauves-souris de rentrer. Donc, peut-être, ça peut être intéressant de voir comment la ville qui est faite par l'homme peut des fois, par certains concepts architecturaux, pas forcément voulus à prime abord, mais favoriser l'adaptation de certaines espèces. Et je trouverais intéressant sur votre carte qui est physique, donc qui est déjà une carte urbanistique, voilà, parler aussi d'arrangement. Le jardin qui est là à côté d'un boulevard, ça va. Pourquoi ces perruches sont là et pas ailleurs? Pourquoi ces allées plantées? Et je serais très intéressé de pouvoir peut-être discuter plus avec vous et d'amener cette dimension. Finalement, la ville qui a été conçue pour l'homme peut, dans un usage qui n'était pas prévu à cela initialement, mais accueillir cette diversité, cette adaptation des espèces, surtout quand on arrête de désherber, qu'on laisse les herbes sortir de petits interstices. Et ça, je trouve que c'est pas mal ce qui se passe en ce moment. Là, on voit des choses qui ne sont pas entretenues et puis c'est très bien comme ça. Et voilà aussi pour éveiller les consciences sur des choix architecturaux dans des bâtiments un peu nouveaux, de laisser la place aussi à ces visiteurs, que ce soit les chauves-souris, des petites mésanges, des serpents, pourquoi pas, hein, si on arrive à leur enlever la mauvaise réputation qu'ils ont. On pourrait parler des rats aussi, hein, les rats et les pigeons. Mais voilà, donc voilà, je voulais partager avec vous. Je trouve ça très intéressant. Le médium sonore m'intéresse aussi beaucoup. Vous parliez de décalage sonore et visuel à un moment au début, alors, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes de faire aussi dans la ville, de filmer, d'avoir sous les yeux quelque chose de visuel qui est décalé de ce qu'on a dans les oreilles, pour l'avoir testé dans d'autres villes et d'autres endroits. Je peux vous assurer que ça peut créer des vertiges et c'est un exercice qui peut être très, très intéressant. Bravo à tous les deux et puis à vos associations respectives qui permettent de partager cela.
Merci beaucoup. Bah oui, c'est sûr, c'est passionnant. La dimension urbaine, ça donne très envie. En effet, ce que vous suggérez, ça donne très envie d'aller fouiller et de creuser. Ça éveille des choses. Ouais, on aimerait en savoir plus. En effet, la ville a été conçue par l'homme, pensée pour lui, et elle en est sans doute détournée par un certain nombre d'espèces qui arrivent à faire leur place et qui parfois, pour certaines, peut-être s'y trouvent bien. Et ça donne envie de voir au niveau des formes urbaines, en effet, comment ça marche concrètement tout ça. Ouais. Pour revenir sur des espèces comme le pigeon, l'hirondelle et le faucon pèlerin, qui sont 3 espèces présentes sur Toulouse, ce sont des espèces qu'on dit rupestres, c'est-à-dire qu'à l'origine, ce sont des espèces qui habitaient dans les falaises. Et ben, finalement, en construisant des villes avec des grands immeubles, on leur a construit des falaises artificielles qui sont des nouveaux habitats pour elles. Donc on peut imaginer, sans trop rougir, que l'urbanisation a pu favoriser à un certain moment donné de l'histoire les populations d'hirondelles ou les populations de ces espèces rupestres. Alors le pigeon s'en est bien sorti, lui on n'a pas trop de doute sur le fait qu'il en ait bien profité, d'autant plus qu'il a trouvé beaucoup à manger en ville. Mais voilà, son habitat de prédilection, ce sont les falaises, et les immeubles sont des grandes falaises. Quand c'est le pigeon, ça nous embête, entre guillemets. Quand c'est le faucon pèlerin, ça nous embête un peu moins. Et c'est vrai qu'on a un ou deux couples, je crois, de faucons pèlerins sur Toulouse qui sont présents, qui, soit dit en passant, mangent quelques pigeons de temps en temps. Donc, comme quoi, on est vraiment sur un écosystème qui tend vers l'équilibre, pour le coup. Et ces faucons pèlerins, ben, ils trouvent au perché sur leur immeuble des coins de chasse, voire des sites de nidification qui sont tout à fait propices au développement de leur espèce. Voilà. Les hirondelles, c'est exactement la même chose, si tant est qu'on leur laisse le temps de s'installer. Pour revenir sur la réaction de Christophe, il y a de plus en plus de villes maintenant. Alors, c'était quelque chose qui était plutôt dans des villes au nord de l'Europe, mais ça tend à apparaître un petit peu plus en France, des architectes qui se lancent sur des aménagements intégrés, qui intègrent la faune à l'intérieur de ces aménagements, avec des nichoirs à hirondelles systématiques sur les bordures des façades, donc des nichoirs artificiels, mais aussi des nichoirs à martinets, ou même des gîtes à chauves-souris, avec des fentes qui sont faites exprès avec une double isolation, etc., pour que la faune vienne vivre à proximité de l'homme sur ces bâtis. Non. Sur le végétal, on a parlé souvent des toitures végétalisées. Je ne sais pas si elles sont utilisées à bon escient aujourd'hui, ou dans un but vraiment d'implanter du végétal en ville. Mais voilà, il y a quelques efforts qui sont faits, on va dire, auprès des architectes et des aménageurs qui je pense, vont se démocratiser avec les siècles à venir. Et dernière chose que je voulais dire aussi, la mairie de Toulouse, nous on travaille avec eux depuis un petit moment maintenant, et le confinement a aidé beaucoup à tolérer un petit peu plus de nature en ville, et notamment sur la strate végétale. Pour ceux qui ont l'habitude de se balader dans les jardins toulousains, en tout cas dans les jardins périphériques toulousains, type Pêche David, la Grande Plaine, les Argoulets, etc., il y a une gestion qui est beaucoup plus extensive qu'il y a une dizaine d'années, avec une tonte qui n'est plus systématique, voire une vision totalement inverse on va tondre qu'à l'endroit où on veut que l'homme aille, et le reste on le laisse en végétation haute. La végétation va apporter de la nourriture pour les insectes, entre autres, pour les oiseaux, pour les granivores. Les insectes vont nourrir d'autres oiseaux, etc. Et tout un écosystème qui dépendra de cet espace vert géré de manière différenciée. Donc là, on commence à voir petit à petit le fruit de toute cette sensibilisation qu'on a fait, les associations, le muséum, et puis vous aussi à travers des outils tels que celui-là, qui nous amènent à voir d'autant plus la ville comme un milieu naturel qu'il y a quelques années. J'en profite juste pour vous montrer un petit livre que j'avais acheté il y a quelques années, qui s'appelle « Animaux sauvages à notre porte », de Michael Stoker et Sébastien Meyer, qui est assez bien fait, et à l'intérieur, il y a tout un chapitre justement sur l'urbanisation et sur les aménagements adaptés pour la faune. Voilà. Je mettrai la référence sur le chat. Ouais, volontiers.
En fouillant un peu dans nos bibliographies, enfin, bibliographie, en allant fouiller sur Internet à la recherche d'articles scientifiques et de diverses choses, on a l'impression que les questions d'écologie urbaine à l'université apparaissent de plus en plus. Il y a l'air d'avoir des départements d'écologie urbaine et des programmes de recherche qui ont l'air assez ambitieux. Et j'ai vu plusieurs fois passer un truc à Marseille qui a l'air aussi de faire de l'appui à la décision pour les collectivités locales et des choses comme ça, et qui travaille sur notamment des notions de continuité tram verte, continuité écologique, circulation, ce genre de choses. Et je pense que, bon, est-ce que c'est purement théorique pour le moment? Est-ce qu'à un moment, ça va faire ses preuves dans la conception urbaine? En tout cas, il y a l'air d'avoir un certain nombre de scientifiques qui prennent ces questions de manière concrète dans la décision urbaine, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question, soit sur la naissance du projet, sur la technique, ou sur continuer sur une petite discussion sur la nature en ville? Bon, je continue. Sur la technique, vous captez des sons sur place, donc parce que bon, vous avez localisé. Vous disiez que vous avez fait les captations pendant le confinement, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, des micros avec des focales, je ne sais pas comment on appelle ça, micro-pistolets, là, c'est le film, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, qui pourraient aller capter ces sons-là, ou c'est que de la post-production et des bruitages? Alors, il y a eu les deux. Il y a eu des sons qui ont été pris sur place, avec des micro-canons notamment, voilà, avec un peu le matériel qu'on a à notre disposition. Il y a eu des sons qui ont été qui sont de la post-production. Il y a des sons qui ont été pris, enregistrés en extérieur, mais pas sur place, dans le sens où, par exemple, oui, alors les sangliers, c'est une grosse esbrouffe. C'est-à-dire que la pastille sur les sangliers, on entend grogner, on entend fouisser le sol régulièrement, on entend mastiquer. Bon, bah, moi, je n'ai pas réussi à aller enregistrer des sangliers d'aussi près. Du coup, à côté de chez mes parents, dans le sud-est, il y a un parc à cochons laineux en pleine campagne. Et du coup, j'ai utilisé le son des cochons laineux pour faire les sangliers. Donc, il y a pas mal de choses comme ça où malheureusement, c'est comme ça. Ce qu'on vous disait au début, on n'est pas vraiment, on n'est pas des spécialistes des thématiques de la biodiversité. On s'intéresse petit à petit à la prise de son, ce qu'on appelle audio-naturaliste. Mais on est en train d'expérimenter, de découvrir. Et en termes de technique, je pense qu'on n'en est pas encore au niveau voilà, de certains professionnels. Du coup, il y a pas mal de choses qui ont été faites, en effet, en post-production, en effet, dans des conditions de prise de son qui se prêtent mieux à un enregistrement de qualité. Il faut dire aussi qu'enregistrer en ville, même pendant le confinement, ça reste bruyant, quoi. Les perruches, j'ai attendu un bon moment avant de pouvoir enregistrer sur les boulevards. Et heureusement, j'ai fait un tour de Toulouse avec Christophe Pasquier, qui est le spécialiste perruche à la nature en Occitanie, et qui m'a emmené sur différents sites plus calmes, où du coup, lui a fait des prises de son que j'ai pu utiliser dans les pastilles. Et voilà, c'est aussi trouver l'endroit où on pourra avoir le son le plus utilisable, le plus propice, quoi. Voilà. Je peux me permettre une suggestion qui peut être un peu trop mière, mais vous savez, les petits écureuils, quand même, je ne sais pas si ça vous arrive dans le jardin des plantes, des fois vous entendez, parce qu'avec le télétravail, on fait aussi du jardin de travail, des fois le matin de bonne heure, vous faites bien. Soleil sur un banc, dès que la rosée s'est évaporée, nous pouvons nous y asseoir. Et juste le petit son alors, avec votre micro-canon, j'aimerais l'avoir pour pouvoir voilà, le capter et d'avoir ce petit son là qu'on entend qui vient, qui ronge la graine, quoi. Et ben, vous allez être heureux parce qu'on est en train de préparer un futur projet
qui sera une balade sonore dans le jardin des plantes, à la rencontre de l'histoire et du présent du jardin. Et donc là-dedans, on va envelopper plein de sons. Voilà, il y aura pas mal de prises de son du jardin qui seront faites. On va essayer de construire un peu des ambiances voilà, dans ce lieu. Mais vous en saurez plus dans les prochains mois. En espérant que l'écureuil soit encore là, parce qu'hélas, le milieu urbain, c'est aussi plein de menaces. Et la semaine dernière, il y en avait un qui faisait la carpette autour du Grand Rond. Aïe. Ouais. Ah. On a une question de Florence. Superbe idée ouvrant sur plein de perspectives. J'ai presque envie d'avoir une carte avec des écoutes par saison. Est-ce une idée que vous avez eue? Alors oui, on y a un peu pensé. Après, on était un peu limité. Il fallait qu'on choisisse, comme on disait tout à l'heure, un certain nombre d'espèces. Et bon, il nous a fallu choisir. On aimerait bien. Ce serait dans l'idéal, on voudrait faire ça. On voulait aussi faire milieu nocturne, milieu diurne. Bon, on a été un peu aussi limité. On a préféré commencer par un peu un panel général avec des espèces qu'on peut voir toute l'année, d'autres qu'on voit à certains moments, pas à d'autres. Après, voilà, on a très envie de continuer. Donc, peut-être qu'un jour, nous aurons donc des cartes avec des écoutes en fonction des saisons. Ben oui. Quand on aura 200 espèces, on pourra faire des grilles thématiques. On sélectionnera telle famille d'espèces, telle heure de la journée, telle saison, tel type d'environnement. Ça serait super d'arriver ensuite à avoir des items pour faire des grandes catégories, quoi. Mais c'est vrai qu'avec 10 espèces, du coup, on se retrouvait assez vite avec une catégorie qui en englobait 2 et ça devenait plus limité. Mais à suivre, il y a plein de développements possibles. Le nocturne semble très intéressant par rapport au calme. Oui. Et de découvrir la ville dans son plus simple appareil, finalement, enfin, le son de la ville dans son plus simple appareil. Totalement. J'ai de suite envie que vous organisiez une virée nocturne. Ça serait super. 22h à minuit et à l'écoute. Très bien. On pourrait faire sortir les gens la nuit au casque ou alors ils sortiraient la journée et ils entendraient la nuit. Enfin, je pense que tout marcherait et ça pourrait être vraiment assez chouette comme expérience. Ouais. Ah oui, vous parlez de décalage, ça c'est très très bien, c'est-à-dire d'écouter dans les oreilles le son de la nuit au même endroit avec dans la vision ce qui se passe en plein jour. Exactement. Le vertige, c'est très très bien ça. Ouais, ça pourrait être très chouette. Oui, prochaines espèces, voilà, on va choisir des nocturnes. Il n'y a plus qu'à. Alors, vous dites que vous êtes limité. Qu'est-ce qui vous a limité pour aller plus loin? Le temps et l'argent. Question que je voulais poser justement. Comment est financé ce projet? Parce que tout ça, c'est accessible à tous et même en téléchargement. Donc, vous travaillez pour le public et pour l'intérêt commun, on va dire, pour la nature. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le cheminement de financement que vous avez eu jusqu'à présent? Est-ce que vous envisagez pour la suite, pour faire vivre ou nourrir ce projet derrière? Ce fut un chemin long et douloureux, on peut le dire. Non, ça a été un plus compliqué parce qu'il y a eu le Covid au milieu, donc on a eu des attentes sur des commissions, des choses comme ça. Mais ça a été assez difficile. On a eu des bonnes écoutes, les gens étaient plutôt, que ce soit à la mairie, à la métropole, à la région, les gens étaient plutôt enthousiastes. Donc on travaille avec des financements publics. Ah oui, pardon, c'était la question. On travaille qu'avec des financements publics sur ce projet. Oui. Et en effet, ça a été long. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ça a été très long. Oui, ça a été très long. C'est comme ça qu'on fonctionne. L'association fonctionne avec des financements publics. On tient à mettre nos projets gratuitement à la destination du public. On ne veut pas faire payer nos balades et tout est disponible en ligne sur notre site ou sur ce site dédié, là, comme on a fait dans le cadre de ce projet-ci. Et du coup, on fait appel aux différentes collectivités pour monter, voilà, pour demander des subventions. Et les calendriers ne sont pas toujours très, très courts, c'est assez long. Et du coup, c'est toujours la même question de on peut pas construire un budget qui soit trop énorme, donc il faut limiter notre temps de travail. En même temps, on ne peut pas non plus se lancer dans la fabrication tant qu'on n'a pas eu de réponse favorable. Donc, ça construit une espèce de calendrier un peu en décalé qui explique un peu la durée du projet. Là. En gros, ça a commencé il
il y a 2-3 ans, je pense, les tout débuts, c'est il y a près de 3 ans, donc c'est long, quoi. Pour vous donner une idée, on a eu les premiers financements en 2019 et le dernier en 2021. Donc voilà, ça fait un échelon, enfin, on a échelonné sur pas mal de temps. Et évidemment, on a beaucoup travaillé sans être rémunéré parce qu'on avait vraiment envie de faire ce projet et on a un peu fait le pari de on y va et on verra bien. Mais c'est notre travail. On est 2 membres salariés de l'association Les Voies de Traverse. Du coup, les projets qu'on monte sont destinés à ce qu'on puisse se rémunérer. Enfin, sont destinés. Non, ne sont pas destinés à ce qu'on puisse se rémunérer, mais on travaille dessus, on est rémunéré dessus. Et pour les développements futurs, du coup, voilà, ça dépend de la possibilité de reconduire des financements pour réapporter de l'eau à notre moulin, reconstruire des pastilles. Et mine de rien, oui, on a dit que le travail bibliographique, c'était 6 bons mois. Le travail de montage, il a pris, je pense, près de 6 mois aussi, hein, un peu moins peut-être, mais quand même. Donc, finalement, ça a été assez long, quoi. Donc, on ne peut pas non plus en produire en un temps court autant. Voilà. Est-ce que vous avez testé de contacter des associations ou des structures en lien avec le handicap visuel, notamment? Parce que vous êtes beaucoup axé sur le sonore et c'est quelque chose qui peut, je pense, plaire. Mais en tout cas, nous, on travaille avec les personnes en situation de handicap à l'association et notamment des personnes aveugles ou malvoyantes. Et c'est le genre d'outil qui est très, très, très demandé, notamment de pouvoir découvrir la nature avec d'autres sens que la vue. Alors, on ne l'a jamais fait. On a failli le faire avec un autre projet qu'on a fait, un loto sonore dans la ville de Rodez. Et on devait travailler avec un public non-voyant et malvoyant. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le confinement. Mais après, c'est vraiment pour nous des questions. C'est-à-dire que c'est quand même une approche un peu différente aussi. C'est des repères et des... Enfin, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Et du coup, ça demanderait, je pense, aussi un travail assez long de pouvoir appréhender ce public-là qui est particulier et comment on peut transmettre des choses avec des gens qui ne voient pas les mêmes choses que nous. Nous, on travaille beaucoup sur la description. Du coup, est-ce que c'est le même genre de description? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à transmettre autrement? Ça, c'est vraiment des choses qui demandent, à mon sens en tout cas, du temps de travail avec ces associations-là. Du coup, ça nous plairait, je pense. C'est vraiment des choses qui... Mais encore une fois, voilà, on ne connaît pas. Du coup, il faut s'entourer, quoi. Il faudrait qu'on teste. On pourrait tester ça ensemble. Oui, avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a aussi des représentations et des idées. Je sais que sur nos projets précédents de balades sonores, donc voilà, destinés à être écoutés en marchant dans l'espace urbain, c'est pareil, c'est quelque chose, ça nous semblait intéressant de travailler avec des personnes non-voyantes dans l'idée de raconter une perception de l'espace urbain quand on ne voit pas. Et en même temps, on ne voyait pas comment ces personnes pouvaient suivre une itinérance dans la ville avec un casque aux oreilles. Ça posait des questions de sécurité extrêmement compliquées. Et il y a une personne non-voyante qui nous a écrit, elle avait écouté la balade de chez elle et ça lui parlait énormément et elle avait trouvé ça super. Et on s'était dit, bon, en fait, peut-être on se représente des choses compliquées et en fait, peut-être que simplement ça marche. C'est exactement ça. En fait, ils ont les mêmes attentes que nous. Exactement les mêmes. Et même s'ils ne voient pas les couleurs, s'ils n'ont pas la notion des textures pour certains, ils ont quand même une imagination que nous, on n'a pas. Et moi, je le vois sur des animations directement sur le terrain. Il y a quelque chose qui ressort qui est énorme, même quand on aborde les choses de manière normale, entre guillemets. Ouais, il faudrait vraiment... on pourra essayer ensemble avec plaisir. Ce serait chouette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Non, il n'y a pas de questions sur le chat non plus. Si, j'ai une question. Est-ce que ça pourrait faire le lien avec les ABC, les atlas de la biodiversité communale pour d'autres grosses communes qui auraient les moyens
suite à la mise en place d'un ABC, de développer ce genre d'outils. C'est clair. Alors, je ne sais pas si Lucie et Aurélien, vous connaissez cet outil. Alors non, racontez-nous. Les atlas de la biodiversité communale, c'est des démarches portées par les communes ou les intercommunalités pour réaliser un diagnostic, dans un premier temps, un inventaire de la biodiversité qu'ils ont sur leur territoire, et ensuite de réaliser des actions en faveur de cette biodiversité, qui peuvent être des actions de sensibilisation auprès du public, qui peuvent être des actions de gestion de milieux naturels, etc. Donc c'est un ABC, ça se fait sur 3 ans, généralement, et les communes qui décident de se lancer dans un atlas de la biodiversité communale peuvent prétendre à des fonds de l'État pour le porter. Donc, c'est clair que ça pourrait être un bon créneau que de vous mettre en contact avec certaines communes qui se lancent dans ces démarches-là. C'est une super bonne idée, Florence. Complètement. De pouvoir aborder ça. Parce que de la même façon que je parlais de l'approche auprès du public en situation de handicap, les gens, ils en ont des fois un peu marre de voir des panneaux dans la nature ou de lire des flashcodes. Et là, du coup, on est sur une approche un petit peu différente qui pourrait être comparée à de l'audio-guide, mais sans le côté vieillot de l'audio-guide, en fait. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, il y a ce côté, en ce moment, le podcast a le vent en poupe. Il y a ce truc voilà, le podcast dans les lieux, en correspondance avec l'environnement. C'est une super idée. Ça donne assez envie de fouiller. Et vous savez si il existe, je ne sais pas, est-ce que les communes qui entament cette démarche communiquent dessus? Est-ce qu'il y a un label commun ou quelque chose? Oui, ils ont une sorte de label Atlas de la biodiversité communale et ils sont reconnus par l'Agence régionale pour la biodiversité. D'accord. Et il y a une autre déclinaison aussi qui s'appelle le territoire engagé pour la nature, qui lui ne prétend pas à des subventions, mais qui valorise l'engagement d'une collectivité en faveur de la biodiversité, pareil à travers la sensibilisation et la gestion. Donc c'est en effet quelque chose sur lequel on pourrait aussi vous mettre en lien, parce que nous, on accompagne 6 atlas de la biodiversité communale cette année. Ok, avec plaisir. Après, ça veut dire que derrière, il faut essayer d'estimer un travail qui pourrait être fait là-dessus et du coup, un budget qui serait alloué à ça. Mais c'est une bonne idée. Ouais, ok. Merci Florence pour cette... Oui, merci beaucoup. Hein. D'autres questions ? Non ? C'est votre dernier mot ? Allez, a priori, c'est le dernier mot. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Lucie ou Aurélien. À part vous remercier beaucoup, parce que vraiment, c'était très chouette de vous rencontrer et depuis le début du projet, on est bien tombé. Ça a donné l'occasion à de chouettes rencontres. Vous avez vraiment contribué à façonner ce projet. Et sans vous, on n'aurait pas fait Espace d'Espèces. Donc on est super content de vous avoir rencontré à travers de ce travail. Super, c'est réciproque. Hein. L'initiative partait de vous, et puis le résultat, c'est vous aussi. Donc vous n'avez fait que magnifier le travail qu'on fait. Donc merci à vous d'avoir pu proposer d'intervenir ce soir. Je sais que ce n'était pas un exercice facile et vous y avez beaucoup d'appréhension. Et vous en êtes très, très bien sortis. Merci pour votre gentillesse, votre écoute et la qualité de votre travail. Donc, n'hésitez pas à recontacter Aurélien et Lucie. Donc, je vous ai mis sur le chat le site internet des Voies de Traverse. Vous pouvez consulter leur site internet, leur poser des questions a posteriori sur leur travail. Pourquoi pas, comme l'a fait Christophe tout à l'heure, leur proposer, pourquoi pas, de rentrer en contact. Hein. Ça peut être l'occasion de faire des projets ensemble ou de contribuer à un projet existant pour l'améliorer, pour faire des choses en plus. Voilà, c'est en faisant les choses ensemble qu'on arrivera à sensibiliser le plus de monde possible et ce beau projet en est un bel exemple. Voilà. Avec plaisir. Petit détail, si vous souhaitez nous écrire, je pense qu'il doit y avoir les coordonnées. On doit avoir notre mail sur le site Espace d'Espèces, mais je vais l'écrire directement sur le chat, comme ça vous l'aurez. Ça sera plus rapide.
n'hésitez pas à nous écrire et voilà, communiquons. Merci à Boris aussi pour sa petite intervention et bravo à tous pour ce travail. Voilà. Il y a beaucoup de remerciements qui tombent sur le chat. Je vous laisserai en profiter. Super. C'est super, ouais. Merci, oui, et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Donc, les prochains rendez-vous nature, vous trouverez ça sur l'agenda du site internet de Nature en Occitanie, sur le site internet aussi de la réserve naturelle Confluence Garonne-Ariège, puisqu'on est gestionnaire d'une réserve naturelle. Donc, notamment le 11 avril prochain, il y a une visioconférence sur les oiseaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à vous inscrire. Merci à vous et excellente soirée, fin de soirée.